Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi à Dakar et partout au Sénégal. Bienvenue au Grand Journal. Au sommaire, la troisième session extraordinaire de l'Assemblée nationale ouverte ce matin à la demande du chef de l'État. Parmi les points à l'ordre du jour, la déclaration de politique générale. Vous entendrez l'optimisme prudent du député Moussa Diakhaté sur les chances de voir le Premier ministre à l'hémicycle. Vous entendrez également la réaction du député Aïb Dafé, président du groupe parlementaire dirigé par le PASTEF. Direction de la promotion de l'économie sociale et solidaire, le nouveau ministre de tutelle annonce une plainte pour détournement de fonds publics. Daouda Ngom que vous entendrez dans ce journal. Renégociation des contrats pétroliers, gaziers et miniers entre le Sénégal et les exploitants des ressources. Un magazine financier basé à Londres avertit sur les risques encourus par le Sénégal en cas de remise en question des contrats en cours. Nous irons à Saint-Louis pour l'anniversaire des deux Raka, le Magal, avec notre correspondant Ousseynou Diop. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la reddition des comptes. À la mise en onde, Alioune Ba. Nous allons d'abord donc à l'Assemblée nationale où la session extraordinaire convoquée ce matin sur la demande du chef de l'État s'est ouverte ce matin et aussitôt la séance a été levée pour attendre la réunion des présidents cet après-midi, des présidents de groupes parlementaires cet après-midi. Pour plus de détails, nous sommes en direct avec notre reporter sur place, Koumba Sandiane Faye, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, une cérémonie d'ouverture très rapide, qu'est-ce qu'on peut retenir? Souleymane, 109 députés étaient présents. Les députés ont été convoqués en session plénière aujourd'hui sous la demande du chef de l'État par décret. Il a été inscrit à l'ordre du jour ouverture de la troisième session extraordinaire de l'année 2024 de l'Assemblée nationale. Juste la séance ouverte après que le président de l'Assemblée nationale a fait part de l'ordre du jour. Il n'y a pas eu de débat, c'est ainsi que la séance a été levée. Ce qui en est suivi sur le coup, c'est la convocation à 13h30 des présidents des commissions par le président de l'Assemblée nationale. Ils vont devoir arrêter le calendrier Souleymane, fixer la date de la séance plénière qui leur permettra d'évoquer, comme cela a été établi sur le décret du président de la République convoquant l'Assemblée nationale en session extraordinaire, en application de l'article 84 de la Constitution, que lors du jour de la session extraordinaire doit être fixé en priorité, comme suit Souleymane, le projet de loi de règlement pour la gestion 2022. Ce sera avec le ministre des Finances et du Budget. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention de l'Union africaine, ce sera avec le ministre des Affaires étrangères. Et comme troisième point, Souleymane, le président de la République demande à ses parlementaires, à la tenue de cette session, d'évoquer le projet de loi relatif à la Commission nationale des droits de l'homme. Ce sera en présence du ministre de la Justice. Et comme dernier point, la déclaration de politique générale du Premier ministre, la DPG, tant entendu Souleymane avec Ousmane Sonko. Quand est-ce que va se tenir tout cela en commission technique, ensuite en plénière, la réunion des présidents des commissions qui va se tenir tout à l'heure à 13h30 nous édifiera sur la date. Pour quel jour est-ce que la DPG et autres pourraient-ils se tenir avant le 12 septembre, date à laquelle on pense assister à la dissolution Souleymane de l'Assemblée nationale? Alors, avant d'entendre certains députés, donc après cette ouverture de séance, Koumba Sandiane Faye, est-ce qu'on sait pourquoi il y a autant d'absents? Parce que 109 députés sur 165, ça nous laisse quand même une bonne cinquantaine d'absents. Moi, je dirais parce qu'ils savaient qu'aujourd'hui, il n'y aura que l'ouverture de la session extraordinaire. Parce qu'ils ont été obligés de tenir cette séance aujourd'hui, Souleymane, sous la demande du président de la République.
Merci, Koumba Sandiane Faye, et vous avez corrigé de vous-même. Il s'agit cet après-midi de la réunion des présidents de commission et non des présidents de groupes parlementaires. Et je le disais, Koumba Sandiane Faye, vous avez tendu votre micro à quelques députés, à commencer par Aïb Dafé, le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi à l'Assemblée nationale. Il est un membre éminent de PASTEF. Je vous propose de l'entendre. Il est tout à fait normal que le président de la République demande à ce gouvernement, à l'Assemblée nationale, d'examiner les projets de loi, puisque si le gouvernement adopte en Conseil des ministres les projets de loi, la suite logique, c'est que l'Assemblée nationale examine et discute de ces projets de loi pour les adopter. Donc, parce qu'il n'y a que l'Assemblée nationale qui peut voter la loi. Donc, tant que cette Assemblée nationale existe, sa principale fonction est de voter les lois. Donc, si on nous fixe un ordre du jour avec des projets de loi qui nous ont été distribués depuis le régime du président Macky Sall, je pense qu'il est tout à fait normal. En tout cas, c'est dans l'ordre normal des choses. Maintenant, le fait d'agiter la motion de censure comme un épouvantail, pour nous, c'est de l'aventurisme politique. C'est en tout cas une méconnaissance des dispositions de la Constitution qui permet au président de la République à chaque fois d'avoir la priorité dans la fixation de l'ordre du jour. Et ce que le président de la République a fait, et on ne peut pas politiquement, en termes de pertinence, je ne parle pas de l'aspect juridique, mais politiquement, vouloir renverser un gouvernement qui n'est là que depuis 5 mois. Et un gouvernement qui a été mis en place par un président élu au premier tour il y a 5 mois avec plus de 54% des voix. Ça n'a aucun sens. Parce que si vous, d'aventure, ils arrivaient à avoir la majorité pour cette motion de censure, dans la minute qui suit, le président de la République peut reconduire le même gouvernement. Donc ça n'a aucun sens. Donc c'est vraiment une perte de temps, c'est vraiment de l'agitation politicienne, c'est de l'aventurisme et leur logique. Et je ne dis pas que ce n'est pas tout le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Il s'agit de quelques agités qui veulent mettre le pays dans le chaos. Je vous le disais tout à l'heure, parmi les points à l'ordre du jour de cette session extraordinaire, la déclaration de politique générale. Là-dessus, je vous propose d'entendre le député président de la commission des lois, membre de l'opposition donc actuelle, mais de la majorité parlementaire, Moussa Diakhaté, toujours au micro de Koumba Sandiane Faye. C'est ce que tous les Sénégalais réclament. Ils sont élus. Ils nous ont proposé en campagne un projet. On voulait quantifier parce que pour s'opposer, on s'oppose à une position. On leur demande de nous dire où est-ce qu'ils veulent nous mener. Et dès lors qu'ils décident de venir le faire, on les prend et on prend le peuple sénégalais à témoin. J'espère que ce n'est pas du bluff. Beaucoup le pensent, mais je veux rester constant. Je suis un adepte de Saint Thomas. Il faut le voir pour y croire. Je dis il faut leur donner le bénéfice du doute et prendre le peuple sénégalais, l'opinion à témoin. Ils nous ont demandé d'ouvrir une troisième session pour examiner ces questions. La DPG figure en dernière instance. En termes de délai, si on devrait l'étudier, pour que le Premier ministre vienne, il faut 8 jours. Ajouter 8 jours sur le calendrier d'aujourd'hui. Probablement, s'ils maintiennent leurs propos, qu'ils vont dissoudre l'Assemblée nationale le 12, le Premier ministre devrait venir le 13. Est-ce de la ruse? Est-ce du bluff? Vous êtes assez outillés intellectuellement et politiquement pour tirer les conclusions. Je refuserai de descendre aussi bas. C'est un moment solennel où je porte mon manteau de député pour parler au nom de tous les Sénégalais. Ceux qui sont avec moi, ceux qui sont contre moi. Qu'on le sache de tous bords, qu'il y a des moments dans la vie d'une nation, on doit prendre nos responsabilités et penser cela qui nous ont mis devant nous. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. C'est une révélation du ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Des poursuites judiciaires contre l'ancienne directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire, Diegui Diop Fall, pour détournement de plus de 30 millions de francs CFA. Selon Alioune John, il écarte toute motivation politique derrière cette décision. Le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Alioune John, et non Daouda Ngom, comme annoncé dans les titres, est l'invité de l'émission Yonui aujourd'hui. Quand nous sommes venus, on a commandité des audits au niveau avec l'inspection interne, notamment l'IAF, l'inspection des affaires administratives et financières. Et c'est ainsi qu'on a pu déceler, voire des fautes très graves de gestion financière. Et c'est la raison pour laquelle... Quel genre de fautes? Voilà, des détournements. Ah oui? Des détournements, de l'argent qui a été consommé sans aucune traçabilité. Pour quel montant? Voilà, en fait, pour le montant global, c'est près de 60 millions. Ouais, c'est une soixantaine de millions, mais ce qui a été constaté
avec des preuves à l'appui, c'est une trentaine de millions, je crois 35 millions, quelque chose comme ça. Alors, de ce point de vue, on n'a pas en fait l'exactitude, parce que bon, c'est un processus au niveau des finances, on ne pouvait pas poursuivre sur ça. Mais pour ce qui a été avéré, nous avons intenté des poursuites contre la personne. Voilà, c'est une directrice et par conséquent, ce n'est pas en fait une question politique, c'est juste la marche normale, voilà, d'une institution. Quand vous parlez d'une directrice, on en revient parce qu'on sait qu'il y a une directrice, Diégui Diop Fall, qui était dans votre ministère. Est-ce elle le cas dont vous parlez ou... En fait, j'ai pas voulu en aller à prononcer les noms des personnes, mais ça s'est avéré au niveau du ministère. J'avais décidé de ne plus prononcer les noms de certaines personnes. C'est un pacte que j'ai scellé. C'est pas parce que qui me connaît, c'est que j'ai pas peur. Mais c'est pas la personne qui m'intéresse, mais c'est la direction en tant que telle qui a fait un détournement à travers une personne. Mais c'est ce détournement que je poursuis, c'est pas la personne. Donc c'est bien elle. Que la lumière soit faite. Maintenant, si vous pensez que c'est elle, bon, ça, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Le dossier est transmis à la justice. C'est transmis à la justice. Et on attend la suite. Alioune John, ministre de l'économie, de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Et puis j'ajoute que nos tentatives pour avoir la réaction de la mise en cause de Diégui Diop Fall sont jusque-là restées sans succès. Global Finance, c'est un magazine spécialisé basé à Londres qui avertit le Sénégal. La pression que les nouveaux régimes mettent sur les multinationales qui opèrent dans le gaz ou encore le pétrole peut avoir des conséquences bien fâcheuses. C'est le cas de la Tanzanie où des contrats pétroliers ont été rompus. C'est de Nourouba. Selon le magazine Global Finance basé à Londres, il s'agit d'un magazine qui traite de grosses informations financières. Les gouvernements africains ont tendance à effrayer les multinationales étrangères s'activant dans les secteurs des ressources naturelles, en particulier dans les secteurs pétroliers, miniers et gaziers. Il donne l'exemple du Sénégal, tout nouveau venu dans la Ligue des producteurs de pétrole, qui reste aussi le dernier à semer la pression et la consternation. Selon le journal, le gouvernement du nouveau président Bassirou Diomaye Faye a mis en place une commission chargée d'auditer les accords sur les ressources naturelles du Sénégal dans le but de les réexaminer et de les rééquilibrer pour pouvoir correspondre aux intérêts de la nation ouest-africaine. Patrick Obaf, un expert en énergie et en mines basé au Kenya, interviewé par le magazine, pense que les investisseurs détestent les incertitudes liées au changement de régime. Il s'est basé sur des expériences d'autres gouvernements africains qui ont récemment rompu les accords existants, comme la Tanzanie. Des observateurs bien avertis mettent en garde contre le fait que le Sénégal pourrait s'engager sur une voie dangereuse. À 12h13, allons à Saint-Louis pour la 47e édition du Magal des deux Rakas. L'événement est célébré aujourd'hui et marque les deux Rakas que le fondateur du mouridisme avait effectué dans le palais du gouverneur le 5 septembre 1895. Cette année, il y a encore un grand rush à la place Faidherbe. Ousseynou Diop, reportage. Devant le palais du gouverneur de Saint-Louis, les chanteurs mourides occupent les lieux. Quelques fidèles viennent ici pour prier dans le bureau où Serigne Touba Mbacké Khadim Rassoul avait effectué la prière des deux Rakas le 5 septembre 1895. Khadim Ndiaye vient juste de sortir. Il se sent libéré après cet acte. Nous sommes là pour rendre hommage à Serigne Touba Mbacké Khadim Rassoul. Je pense aussi que les jeunes doivent comprendre réellement qui est Serigne Touba Mbacké pour suivre ses pas. Tanor Gueye aussi ne pouvait pas manquer ce jour symbolique. Il a fait plusieurs kilomètres pour venir à Saint-Louis. Lorsque le fondateur du mouridisme venait à Saint-Louis, c'était vraiment compliqué pour la Oumma islamique. Mais avec sa bravoure, il a défendu l'islam. C'est pourquoi nous venons ici pour remercier encore une fois Serigne Touba Mbacké Khadim Rassoul. Boussonguer est originaire de Dakar. Chaque année, elle vient ici à Saint-Louis pour célébrer cet événement religieux. Le 5 septembre est un grand jour pour la Oumma islamique. Serigne Touba a vraiment défendu l'islam. C'est pourquoi je suis là pour célébrer cet événement religieux. Cette année, l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. Sûrement, le Magal de Touba est à l'origine de l'absence de beaucoup de talibés mourides pour célébrer la 47e édition du Magal des deux Rakas. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. RFM, partout. 600 millions de francs CFA investis dans la ville de Fatick dans la première phase du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal PACASEN.
Diverses réalisations ont été enregistrées dans différents secteurs. L'Agence de développement municipal entame une tournée dans les communes d'intervention pour évaluer le programme lancé en 2018. Aminata Goudjabi. Fatick est l'une des communes choisies dans la phase pilote du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, PACASEN. Depuis le démarrage de la mise en œuvre du programme en 2018, des réalisations ont été faites dans les domaines de l'éducation, de la santé et du transport, entre autres. Diène Diouf est le président de la commission des finances du conseil municipal de Fatick. Fatick est l'une des rares communes où on ne trouve pas d'abri provisoire. La mairie, sur les 14 écoles élémentaires qui s'y trouvent, a travaillé dans ce sens-là. Les murs de clôture, n'en parlons pas. Et la mairie s'est évertuée à construire 2 maternités. L'éclairage est allé juste là où les dernières maisons ont été installées. Nous avions au niveau de la gare routière pendant l'hivernage beaucoup de difficultés. Grâce au PACASEN, une enveloppe a été injectée. L'agence de développement municipal qui déroule le programme décerne le titre de bon élève à la commune de Fatick. Les 600 millions injectés ont été utilisés efficacement. El Hadj Alassane Diallo est responsable de la communication de l'agence de développement municipal qui entame une tournée d'évaluation du PACASEN. Avec le partage qu'on a eu avec les autorités de la commune de Fatick, nous avons constaté que les ressources qui leur ont été allouées ont été investies dans des secteurs à fort impact social. Un financement additionnel a été mobilisé. Le PACASEN, qui devait se terminer dans quelques mois, est finalement prolongé de 2 ans. Et les communes prises en compte dans la première phase pourront faire d'autres réalisations. Le programme qui devait finir en décembre prochain a été prolongé de 2 ans avec un financement additionnel de 70 milliards pour leur permettre de continuer les investissements, mais avec une orientation vers des projets verts pour lutter contre les changements climatiques. Seules 124 communes du Sénégal ont été sélectionnées pour la première phase du PACASEN. Le gouvernement du Sénégal, la Banque mondiale et l'Agence française de développement ont assuré le financement global qui s'élève à 134 milliards de francs CFA. Aminata Goudjabi, Fatick RFM. Un mot d'éducation pour parler du lycée d'intégration nationale pour l'équité et la qualité qui est un projet du régime sortant. Ce chantier est en phase de finition et devrait accueillir ses premiers élèves en octobre avec une capacité d'accueil de 1200 élèves. Désormais, le LINEC porte le nom de l'INAC, Lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité. À la découverte de ce bijou, Bakary Conté. L'INEC, lycée d'intégration nationale pour l'équité et la qualité, l'un des projets phares du président Macky Sall. À Sédhiou, les travaux ont démarré le 2 août 2021 pour une durée de 18 mois. Mais finalement, le chantier a duré 3 ans pour une enveloppe financière d'environ 7 milliards de francs CFA. Baye Mbaye Diouf, chargé des travaux de l'entreprise chinoise Witech. Ces LINEC se veulent d'être des établissements modernes qui pourront être en mesure de fournir vraiment une éducation de qualité, n'est-ce pas, pour les futurs élèves qui seront admis ici. L'infrastructure est une architecture moderne de dernière génération composée d'un bloc médiatique, un bloc administratif, 2 blocs pédagogiques de 26 salles de classe, un campus social de 4 bâtiments R+2 d'une capacité d'accueil de 1200 élèves, une imprimerie, un parking solaire, entre autres, une unité de traitement d'eau potable. Le LINEC comporte 2 zones. Le campus pédagogique et le campus social. Donc, en tout, pour les salles de classe, nous avons 4 bâtiments. Dans ces bâtiments, nous avons des salles spécialisées et des salles de classe standards. Il y a aussi la bibliothèque, l'administration, n'est-ce pas, le foyer et le restaurant, le réfectoire. Il y a des bâtiments de R+2, n'est-ce pas, qui sont prévus pour le logement, n'est-ce pas, des élèves. Le président Macky Sall avait donné à ce LINEC le nom de Mokhtar Kébé, ancien maire de Kolda, journaliste et ancien ministre de la communication sous Diouf. Aujourd'hui, le nouveau régime parle de l'INAC, lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité. Le LINAC de Sédhiou va donc recevoir ses premiers élèves en octobre. Bakary Conté, Sédhiou, Radio Futur Média. Éducation toujours, parlons de cette formation d'enseignants et de directeurs d'école à Thiès. C'est pour qu'ils deviennent des administrateurs scolaires. Ils sont plus de 200 à travers tout le pays. Ils souhaitent que le ministère de l'Éducation, du ministère donc, la reconnaissance de ce nouveau corps et leur intégration dans la fonction publique. Reportage Charanta Diop. Ce cadre a été mis en place en début d'année. Son objectif est de réunir l'ensemble des promotions des
des enseignants qui ont subi une formation en certificat à l'administration scolaire. Bon nombre d'entre eux n'ont pas eu la chance d'exercer cette compétence qu'ils ont acquise. Abdoulaye Faregay, le coordonnateur du cadre des administrateurs scolaires du Sénégal. Donc nous avons pensé former ce cadre pour faire un plaidoyer auprès des autorités pour la mise en valeur de ce certificat qui serait un profit pour le système éducatif. Nous osons espérer que la tutelle va nous accompagner dans ce sens. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale, Serigne Souhaïbou Badiane, directeur des ressources humaines, annonce que tout sera mis en œuvre pour la reconnaissance de ce nouveau corps. Parce que le ministère de l'Éducation nationale veut mettre ses agents dans les meilleures conditions pour atteindre les résultats. Mais nous avions cette contrainte avec beaucoup vraiment d'obstacles posés par la fonction publique dans le cadre de la création de ce nouveau corps. Et je crois que c'est pourquoi il m'a demandé de vous annoncer qu'il est favorable à la création du corps des administrations scolaires. Parmi vous, il y en a qui sont en train actuellement d'exercer ces métiers d'administration scolaire. Et il serait même intéressant dans l'étude de voir le comportement de ces établissements par rapport aux autres qui sont dirigés par des gens qui n'ont pas fait l'administration. Ces administrateurs scolaires sont des directeurs d'école, des enseignants. Ils sont plus de 200. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. L'actualité internationale avec vous, Nafissa Toussila. Bonjour. Bonjour, Suleiman. Le Radisson Blu Tchad cité dans une grosse affaire de corruption. Et d'ailleurs, ce mercredi, c'est-à-dire hier, des perquisitions ont été menées en France et en Belgique pour des soupçons de corruption. C'est dans le cadre de la construction d'un hôtel de luxe à N'Djamena. Les détails avec Seydou Nourouba. Plusieurs cadres de CFE, la société belge chargée du chantier filiale du géant belge, ont été auditionnés. Ils sont suspectés d'avoir corrompu des officiels tchadiens lors de la livraison de l'hôtel. Sur le site d'information français Mediapart, cela s'est passé en 2016 lorsque le grand hôtel de N'Djamena, devenu Radisson Blu, était en chantier. Les pots de vent devaient servir à bloquer la totalité des 100 millions d'euros montant de la facture que l'État tchadien réchignait à régler à l'entreprise belge. Le média d'investigation pointe le cas d'Abraham Moussa, commissaire au centre des renseignements à l'époque. Ce dernier a fait chanter la société CFE en faisant bloquer ses comptes bancaires à la Société Générale tchadienne. Parmi les suspects auditionnés en Belgique figure le milliardaire Luc Bertrand qui préside le conseil d'administration de CFE ainsi que deux cadres français du groupe. Les enquêtes pourraient également se pencher sur l'utilisation de près de 12 millions d'euros dont une partie a servi à payer l'ex-commissaire Abdelrahman Moussa selon Mediapart. En République démocratique du Congo, l'opposant Seth Kikouni, candidat à la présidentielle de décembre dernier, est aux mains des services de renseignement. Seth Kikouni a passé sa 3e nuit dans la cellule de l'agence de renseignement sans droit de visite ni d'assistance de son avocat. Il est détenu depuis ce lundi. Depuis deux de ses collaborateurs aussi avec lesquels il avait été arrêté ont été libérés mercredi soir. Les autorités n'ont pas encore communiqué sur les raisons de cette arrestation. Son parti politique Piste pour l'émergence du Congo a dans la foulée dénoncé une arrestation qui cristallise la dictature dans le pays. Selon le porte-parole de son parti, il soutient que c'est parce qu'il a mis en place un cadre de concertation pour réunir l'opposition, la société civile et tous les mouvements pour barrer la route à ce qu'ils appellent une dérive dictatoriale, Suleiman. Forum sur la coopération sino-africaine 2024, la Chine veut injecter plus de 50 milliards de dollars en Afrique. Une annonce majeure du président Xi Jinping, c'est dans l'optique d'un partenariat renforcé comme promis par la Chine. Près de 20 milliards d'ailleurs sont prévus pour l'assistance militaire et la formation policière. Youssouf Bodjan. Ce financement, prévu pour les 3 prochaines années, vise à aider à la création de 2 millions d'emplois sur le continent africain. Xi Jinping a affirmé que la Chine était prête à approfondir sa coopération avec le continent, notamment dans le domaine économique. Deuxième économie mondiale, la Chine est le premier partenaire commercial du continent africain, avec des échanges bilatéraux à hauteur de plus de 151 milliards d'euros au premier semestre selon les médias officiels chinois. La Chine a envoyé ces 2 dernières décennies des centaines de milliers d'ouvriers et d'ingénieurs
ingénieurs en Afrique pour construire ces grands projets. En contrepartie, la Chine a un accès privilégié aux vastes ressources naturelles du continent, notamment le cuivre, l'or et l'ithium. En contrepartie, la Chine a un accès privilégié aux vastes ressources naturelles du continent. Au total, 25 dirigeants de pays africains, dont le président Bassirou Diomaye Faye, participent au sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Ce sommet est le plus grand rendez-vous diplomatique organisé à Pékin depuis la pandémie de la Covid-19. Il doit s'achever vendredi prochain. Souleymane, c'est ce qui met fin à cette page internationale. Merci Nafissatou Silla, il est 12h25. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur la reddition des comptes avec nos deux intervenants du jour. Nous serons avec M. Senghane Senghor, membre de la RADDHO, et M. Alassane Gueye, directeur de la promotion de la bonne gouvernance. RFM Sport. L'actualité des sports, c'est avec vous, cher Yann Diagne. Bonjour. Bonjour à vous, Souleymane Niang. Football d'abord, Sénégal-Burkina Faso de demain à Ouagadougou. Oui, à Dakar plutôt. À Dakar. À Dakar, okay. Oui, c'est bien cela. Vue de Ouagadougou. Justement, voilà, c'est cela. Alors, il faudra noter que c'est un confrère burkinabé qui s'y colle. Il parle des caractéristiques de l'équipe du Burkina Faso, mais également du Sénégal. Pour lui, le Burkina Faso a les moyens de décrocher une victoire, ici même à Dakar demain. C'est dans ce dossier fait par Youssou Bodian. À la tête des étalons, depuis mars 2024, Brahma Traoré a disputé 4 matchs pour 2 défaites et 2 matchs nuls. Franck Aristide Jeffa, journaliste sportif burkinabé, espère le déclic à Dakar. Les étalons n'ont pas le choix. Demain, face aux Lions de la Teranga, ils devront absolument montrer un bien meilleur visage que par rapport donc aux dernières rencontres qu'ils ont eues. Vous le savez, les étalons n'ont enregistré aucune victoire depuis près de 5 matchs depuis donc la CAN, et ce sont des statistiques qui ne plaident pas forcément en faveur donc de cette équipe nationale burkinabé. Pour tenir tête aux Lions, le sélectionneur burkinabé a fait des choix forts. Mais à noter quand même un certain nombre d'handicaps côté burkinabé qui va jouer face au Sénégal avec des absences de taille, notamment de ses 2 capitaines, le capitaine titulaire Bertrand Traoré et de son vice Issoufou Dayo. C'est bien curieux, mais comme le sélectionneur est le seul responsable de son choix, on va lui accorder donc le bénéfice de son choix. Mais il y a aussi côté Burkina des individualités, aussi bien dans les cages avec Hervé Kofi Kwaku ou en défense comme Edmond Tapsoba qui évolue en Bundesliga. On peut dire que cette équipe du Burkina peut titiller également l'équipe du Sénégal. Le dernier match entre le Sénégal et le Burkina Faso a été remporté par les Lions, 3-1 en demi-finale de la CAN 2022 au Cameroun. Ce match compte donc pour la première journée des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2025 au Maroc. Sénégal, Burkina Faso donc se joue demain à 19h au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Mais bien avant cela, aujourd'hui donc les staffs feront face à la presse en conférence de presse d'avant un match. Et puis Souleymane, nous enchaînons sur autre chose. Voyons justement le programme complet des matchs du jour. Dès aujourd'hui donc à partir de 13h, Malawi contre le Burundi, la RCA, la République centrafricaine jouera à partir de 15h contre le Lesotho. L'Angola fera un déplacement à Accra face au Ghana à partir de 16h. À la même heure à Bissau, ce sont les Djurtus de la Guinée-Bissau qui vont jouer contre Eswatini. À 16h également à Brazzaville, le Congo y accueille le Soudan du Sud. Madagascar est en déplacement à Tunis à partir de 19h contre la Tunisie, et puis l'Algérie qui va accueillir la Guinée équatoriale. Match prévu à partir de 19h heure de Dakar. Début de la Ligue des Nations en Europe. Oui, justement avec cette première journée qui est attendue donc pour aujourd'hui. À noter que les rencontres vont se jouer comme suit. Nous pourrons noter justement l'équipe de l'Espagne, justement l'équipe de l'Espagne qui, je le rappelle, jouera donc ce soir à partir de 18h45. L'Espagne donc qui va jouer contre l'équipe
voilà, quelques difficultés, mais retenez que l'Espagne justement jouera contre l'équipe du Luxembourg. Autre rencontre aussi prévue pour aujourd'hui. Nous aurons certainement le temps de revenir là-dessus dans nos toutes prochaines éditions. Vous l'avez remarqué, donc une page de sport marquée justement par cette première journée des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui, je le rappelle, va se jouer en 2025, entre décembre 2024 et janvier 2025 plutôt. Ce sera justement au Maroc, Suleiman. Avec le match Sénégal-Burkina Faso. Oui, qui est attendu donc demain, pour demain à Dakar. À Dakar, justement. Merci. Pour cette première journée des qualifications. Merci, cher Tidiane Diagne. Voilà. La revue de presse avec Youssouf Bodian. Bonjour, la politique est à la une des journaux parus ce matin, les journaux qui relatent ce que le Soleil qualifie de journée à rebondissement politique. Le journal informe que le président de la République a saisi l'Assemblée nationale pour une session extraordinaire aujourd'hui. Le Soleil qui rapporte la déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko, je cite, « Il n'y aura pas de motion de censure. À partir du 12 septembre, ces personnes auront autre chose à faire que d'être députés. » Fin de citation. Il y a jeu au sommet de l'État, titre l'Observateur qui parle de manœuvres politiciennes entre la présidence, l'Assemblée nationale et la primature. Le journal d'ajouter que malgré la surprise du président Diomaye pour sauver le Premier ministre, l'Assemblée nationale a encore des cartes à jouer pour contrer la motion de censure. Diomaye coupe l'herbe sous le pied des députés de Benno, constate les Échos. Le président de la République qui bloque la motion de censure, ce qui fait dire au quotidien que Sonko mooy Diomaye, le président de la République qui fait recours à l'article 84 de la Constitution que Bës Bi Le Jour qualifie d'arme fatale. C'est parce que l'ordre du jour de l'exécutif est prioritaire devant celui des députés, explique le journal qui considère comme un appât le dernier point à l'ordre du jour, le discours de politique générale. Ce différend entre Benno et le pouvoir est qualifié d'escalade par Sud Quotidien. À propos de cette crise parlementaire, Enquête évoque des manœuvres politiques. Le journal qui donne la parole à des analystes qui s'interrogent sur l'organisation des prochaines élections législatives. Source A va plus loin et tente de décrypter les non-dits du limogeage des présidents du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Selon le journal, le président Faye a condamné ces deux institutions à mourir d'une manière lente et douloureuse. Source A qui donne la parole à un constitutionnaliste qui déclare, je cite, « C'est une manière de paralyser ces deux chambres parce que normalement, ce sont les deux présidents qui engagent les dépenses. Donc, en remerciant Aminata Mbengue Ndiaye et Abdoulaye Daouda Diallo, ces institutions ne vont pas utiliser les ressources de l'État. » Fin de citation. Quelles pourraient donc être les conséquences de la dissolution de l'Assemblée nationale? Bës Bi Le Jour a donné la parole à Birahim Seck qui s'interroge sur l'utilité de cette mesure. Le journal évoque également le piège de la reconduction du budget et rappelle que pour le budget 2023, Ismaël Madior Fall dégainait l'article 52 pour gouverner par ordonnance. Dans Vox Populi, Birahim Seck du Forum civil déclare, je cite, « Le droit budgétaire sera dans une situation de grippe juridique complexe ». Dans les colonnes du même journal, Mamadou Diop Decroix apporte son soutien au chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Nous restons avec Vox Populi qui rapporte les propos du Premier ministre Ousmane Sonko qui annonce que la reddition des comptes va démarrer cette semaine. Audit et traque que l'Observateur qualifie d'arme de règlement de compte. En tout cas, Libération nous apprend que concernant l'affaire Prodac, le rapport de l'IGF a été transmis à la division des investigations criminelles. En sport, Record donne la parole à Brahma Traoré, sélectionneur du Burkina Faso, qui déclare, je cite, « Nous ne craignons pas le Sénégal. Les étalons qui sont arrivés à Dakar hier pour affronter l'équipe du Sénégal vendredi pour la première journée des qualifications à la CAN Maroc 2025. La séance d'entraînement de l'équipe du Sénégal d'hier, une 4e séance avec tous les 26 lions, informe le journal du groupe Futur Média. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À 12h33, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons évoquer la reddition des comptes. Vous l'avez entendu hier dans une nouvelle prise de parole. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé le démarrage imminent de cette reddition des comptes avec d'autres détails dont nous discuterons tout à l'heure avec nos deux intervenants du jour. M. Senghane Senghor, membre de la RADDHO. Senghane Senghor, bonjour. Oui, bonjour Suleiman. Nous sommes également avec M. Alassane Gueye, directeur de la promotion de la bonne gouvernance. M. Alassane Gueye, bonjour.
Bonjour. Alors d'abord, Senghane Senghor, hier, le Premier ministre Ousmane Sonko a une nouvelle fois agité la question de la reddition des comptes en annonçant cette fois-ci que les opérations de poursuite, d'audit, de traque ne vont plus tarder. Ce sera donc avant la fin de cette semaine, au plus tard. Il a même annoncé que c'est dans ce cadre-là que certains responsables de l'ancien régime ont été empêchés de quitter le territoire national et que certains d'entre eux, 3 ou 4, et ensuite il a dit 4 ou 5, ont déjà quitté le territoire, mais que tout sera fait pour les ramener afin qu'ils rendent compte de la gestion des deniers publics dont ils avaient la charge. D'abord, votre première réaction à cela, ça va dans le bon sens? Est-ce que c'est, comment dire, j'allais dire normal, mais pas normal, mais est-ce que ça va dans le sens qu'attendent les Sénégalais? Bonjour, merci Suleiman. Merci pour l'invitation. Oui, je pense que c'est dans l'exercice normal pour ceux qui ont géré les deniers publics de rendre compte ce que nous appelons régulièrement la reddition des comptes. Alors maintenant, est-ce que c'était au Premier ministre de l'annoncer dans les conditions que nous savons? C'est là où se trouve la question. Mais regardons d'abord dans quel contexte il a dit ce il nous a communiqué la chose hier. Il nous dit au début de son discours qu'ils veulent une nouvelle forme de primature, une primature forte, et il donne même l'exemple en disant qu'ils ont assisté ici à des primatures presque remorquées ou derrière certains ministères. Donc, dans lui, sa conception des choses, c'est lui qui doit être devant, qui doit diriger les choses. Le vrai chef du gouvernement. C'est pourquoi il pense que c'est lui qui doit annoncer tout aux Sénégalais. Mais en l'annonçant aussi de cette sorte, lui, politique, dans les termes aussi qu'il a utilisés, il risque d'affaiblir un peu cette reddition des comptes. Parce que la reddition des comptes peut aboutir à 3 situations. La première, c'est qu'on peut, après les audits et tout, vous dire vous avez bien géré. On peut vous dire qu'il y a des manquements mineurs qui peut-être seront corrigés par des recommandations. Mais on peut voir aussi qu'il y a en réalité des fautes de gestion, il y a des détournements et autres, et que c'est des dossiers qui peuvent arriver en justice. Donc moi, je ne vois pas qu'est-ce que les menaces font là-bas. Et en menaçant dès le début, il donne aux opposants, à ceux qui peut-être seront demain audités, contrôlés ou traînés en justice, la possibilité de pouvoir dire que voilà, c'est encore des dossiers qui sont politisés. Et ça, nous l'avons vécu sous le président Abdoulaye Wade, nous l'avons vécu sous le président Macky Sall. Et cette fois-ci, c'est une chose à éviter. Il faut laisser aux techniciens le soin de gérer cette question et de conduire les audits et tout ce qu'il faut jusqu'à la fin. Alors, on essaiera de voir avec M. Alassane Gueye notamment, justement, la bonne procédure pour mener à bien cette reddition des comptes. Alassane Gueye, la reddition des comptes est une dimension très importante de la bonne gouvernance. Vous, qu'est-ce que vous pensez des réserves soulevées par Senghane Senghor sur la procédure, sur qui doit annoncer, qui doit mener cette reddition des comptes et les risques qu'il y a qu'une trop forte politisation nuise à la transparence, à la sincérité et finalement à l'efficacité de cette reddition des comptes? Merci beaucoup. Donc, bonjour à tout le monde. D'abord, je tiens à préciser que le gouvernement marche sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est la redistribution et le deuxième, c'est la reddition des comptes. Donc, pour la redistribution, il faudrait que les ressources soient retournées aux Sénégalais. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la reddition. Tout le monde est d'accord que
si on vous a confié une gestion donc, de l'État, à un moment donné, il faut donc être audité. Ça, c'est normal. C'est la démarche normale. Maintenant, qui doit annoncer, donc vous savez que Ousmane Sonko est le chef du gouvernement. Il est le patron du ministre de la Justice. Et pour parler un peu donc du ministre de la Justice, Ousmane Diagne, qui le connaît que Ousmane Diagne, c'est un homme très intègre. C'est un homme qui ne fait pas des choses à demi-mesure. Et j'ai tendance à dire, je ne le souhaite pas, même si c'était des membres de la famille Ousmane Diagne, il allait donc les suivre normalement. Donc lui, c'est un homme intègre, c'est pourquoi on l'a mis ici. Donc pour la reddition des comptes, je tiens donc à demander... Mais avant cela, est-ce que ce n'était pas justement au ministre de la Justice de porter le discours et l'initiative justement sur cette question sensible de la reddition des comptes? Vous savez qu'en connaissant Ousmane Diagne, c'est un homme très pragmatique, c'est un homme qui parle peu et qui réagit beaucoup. C'est ça le ministre en question. C'est un homme très intègre, c'est un homme, il préfère les actes que le discours. Et je peux vous assurer que le ministre, même si la décision concernait donc des actes les membres du gouvernement, le ministre Ousmane Diagne allait prendre les précautions nécessaires pour tirer toutes les choses claires. Est-ce que vous savez quelle est la procédure qui va être suivie? Parce que le Premier ministre a parlé, mais on ne sait pas finalement quand il parle de démarrage de la reddition de compte, de quoi il parle. Est-ce que ce sont des procédures judiciaires qui vont être lancées? Est-ce que ce sont des gens qui vont être convoqués à la police? On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous êtes plus informés que nous là-dessus? Il y a deux choses. Là, actuellement, on est dans la séparation des pouvoirs. On n'est plus donc dans l'ancienne époque. Il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc, ces questions, seul le ministre Ousmane Diagne peut vous en parler. Même si on connaissait l'information, on n'allait pas le dire, d'autant plus que le ministre en question, il est là. Donc, c'est à lui de voir, et il est en train de le faire, et il l'a dit depuis des jours qu'il est en train de faire ce qu'il y a à faire. Donc, le moment venu, il fera le travail nécessaire, mais de façon rationnelle, de façon responsable. Et je peux assurer tous les Sénégalais, le ministre qui est là aujourd'hui fera le nécessaire. Mais je lance un appel, comme le président de la République l'avait lancé, parce que le président est très informé. Pour ceux qui ont des prête-noms et qui ne le savent pas, je pense que c'est le moment de se signaler avant que donc les choses ne soient très sérieuses. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a des erreurs, il y a des fautes. Pour éviter des fautes et que donc on a mené votre nom à des supposons des trucs de malgouvernance, c'est le moment donc de le signaler très tôt avant que ça soit trop tard. Mais ce que je peux vous rappeler, le ministre Ousmane Diagne, intègre qu'il est, il est là pas pour le président Ousmane Sonko, il n'est pas là aussi pour le président de la République, mais il est là pour l'ensemble des Sénégalais. Et vous le connaissez depuis longtemps. Et il fera le même travail. Donc, soyez rassurés. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'aurais aimé faire 2 tours de parole, de prise de parole, mais je vais vous poser la question que je vous aurais posée si vous aviez l'opportunité de reprendre la parole plus tard. Vous dites, vous lancez un appel, c'est très clair. Il est encore temps pour certains de se dévoiler, éventuellement de se dénoncer ou de se signaler. En tout cas, c'est le mot que vous avez utilisé qui est un peu plus neutre. Donc, s'ils avaient des prête-noms ou s'ils étaient des prête-noms, qu'ils le veuillent ou pas, pour en quelque sorte transiger. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire de ce point de vue-là, si j'ai bien entendu. Comment ça se fait? Comment cela se ferait concrètement? Si quelqu'un, par exemple, souhaite transiger ou souhaite se signaler aux autorités parce que sentant que l'étau se resserrait autour de lui, quelle est la procédure? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple parce que le président de la République avait déjà demandé au début que les gens qui vont se signaler, qui vont se dévoiler,
on va les considérer comme des vrais patriotes. Parce qu'il arrive parfois qu'on vous implique dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Maintenant, donc, c'est facile de saisir le ministre directement, c'est facile de saisir donc, les collaborateurs du ministre, c'est facile même de saisir donc, la direction de la promotion de la bonne gouvernance. Est-ce qu'il y a des cas, est-ce qu'il y a des gens qui ont transigé et qui sont en train de restituer ou de se mettre en conformité avec la loi de ce point de vue? Oui, ça, c'est des informations sur lesquelles on ne peut pas se prononcer pour le moment, surtout dans une télé ou dans une vidéo. Mais l'appel qu'on voudrait encore lancer, c'est l'appel du président de la République qu'il n'est pas encore trop tard de se dévoiler, qu'il n'est pas encore trop tard de bien faire, qu'il n'est pas encore trop tard d'être un vrai patriote. Et le vrai patriote, c'est le citoyen qui dit ce qu'il y a à dire sans qu'il les pense. Très bien. Donc, voilà. Merci Alassane Gueye, directeur de la promotion de la bonne gouvernance. Pour faire bonne mesure, non pas en termes de nombre de prises de parole, mais en termes de temps, Senghane Senghor, quelle est votre réaction sur les derniers développements de M. Gueye par rapport à... Je ne sais pas s'il est encore en ligne, Senghane Senghor. Oui, il est en ligne. Donc, quelle est votre réaction par rapport à cet appel, justement, à l'autodénonciation ou au signalement aux autorités pour éviter, justement, que la guillotine de la reddition des comptes ne tombe sur certains? Vraiment, je ne sais même pas quoi dire parce que ce qu'il vient de dire, ça montre que les autorités comptent sur peut-être d'anciens collaborateurs ou des personnes qui ont été utilisées dans tel ou tel contexte pour dénoncer ceux qui ont détourné l'argent public. C'est des procédures que nous connaissons qui peuvent souvent être menées et conduire à des résultats, mais nous rappelons aussi que tous ceux qui seront poursuivis doivent bénéficier de la présomption d'innocence. Tout à fait. Et attention, il faut respecter les règles, il faut respecter les textes. Nous sommes dans le cadre d'un état de droit, il ne faut pas l'oublier. C'est peut-être ce que moi je peux dire à ce niveau. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas beaucoup d'informations pour apprécier. D'accord. Je vous remercie, Senghane Senghor, membre de la RADDHO, et Alassane Gueye, directeur de la promotion de la bonne gouvernance. Nous poursuivrons ce débat en Wolof dans un peu moins d'une heure maintenant. C'est la fin de cette édition à 12h46 minutes. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Haj Ndiogoudien à la rédaction en chef. Chef d'édition Famadion, Alioune Ba à la mise en onde, Maïs Mbaye au digital, à la production Abdou Cham. Vous avez rendez-vous avec Famadion à 13h pour le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente